Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler de la maths et de la malédiction des mannes ancestrales. La question qu'il vous viendrait à l'esprit de vous poser serait de savoir, est-ce qu'il existe vraiment une ou des malédictions qui proviendraient des mannes ancestrales? Est-ce qu'en fait, les mannes ancestrales ne sont-elles pas là pour nous aider, pour nous fructifier, pour nous vivifier, pour nous élever? Est-ce que de façon intrinsèque, les mannes ancestrales sont ou seraient-elles programmées pour nuire à des personnes, à un peuple, à une généalogie donnée? Il est important de comprendre une chose. Lorsque vous serez habitué à poser les questions les plus impossibles, alors vous commencerez à entrer dans les dimensions du possible. Car c'est la possibilisation de l'impossible qui rend tout possible. À partir du moment où vous arrivez à poser des questions impossibles, alors vous avez commencé à possibiliser les choses. Et c'est justement ainsi que l'on trouve des solutions. Poser des questions impossibles. Alors, je me permets aujourd'hui de poser ce que je pourrais appeler une question impossible. Vu que la nature principielle des mannes ancestrales, telle que je l'ai enseignée dans les formations, constitue justement le fondement de toutes les choses ont toujours été, et que la dualité fondamentale aux mannes ancestrales, c'est justement la fertilité et la virilité. Alors, comment serait-il possible de chez possible ou de chez impossible que l'on parle justement de la malédiction ou des malédictions des mannes ancestrales? Comme je le disais tantôt, lorsque vous vous permettez de poser des questions impossibles, alors vous êtes en train de possibiliser les choses, car c'est la possibilisation de l'impossible qui rend les choses possibles. Alors, laissez-moi vous clarifier un peu les choses, en commençant donc par l'élément fondamental, élémentaire de la maths. Souvent, lorsqu'on parle de la maths, j'en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur la maths, beaucoup de gens veulent tout de suite se mettre à lire des formes de 10 commandements ou des formes de lois, de principes. La maths a dit ceci, la maths a dit cela, la maths a dit ceci et cela. Mais ce que vous ne savez pas et que vous devrez savoir, c'est qu'en réalité, la maths concerne d'abord la connaissance des principes premiers de toutes les choses qui préexistent et existent. Et donc, il est impossible de parler de la maths sans parler du principe premier des choses. Car c'est justement le principe premier d'une chose qui fonde sa nature mathématique. Et donc, par exemple, lorsque j'accède au principe premier d'un arbre, je comprends ce qu'on appelle généralement l'ordre naturel de cet arbre. Parce que je sais en ce moment que l'arbre est arbre tout simplement parce que dans le triptyque de sa nature, on a le principe, la loi et le fait.
Le principe étant la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose, ou le principe serait également la chose par laquelle la chose est la chose. Et donc, c'est sa nature intrinsèque. Une fois que j'accède à ce principe premier d'une chose et que la chose entre dans un événement factuel, je me pose une autre question. Quelle est l'occurrence ou quelle est la récurrence qui permet de façon dynamique et dynamisante de matérialiser des faits? En ce moment, eh bien, je pose la loi. Et donc, je comprends que de façon ordonnée, selon l'ordre naturel des choses et du cosmos, il n'existe rien qui ne procède de son principe premier, qui ne se dynamise par une loi ou une récurrence ou une occurrence, et qui n'existe donc pas de façon factuelle. Donc, toutes les choses qui sont des faits procèdent d'une loi qui dynamise ce fait et qui en fait une manifestation, et que la loi elle-même étant un décret proviendrait d'un principe souverain, autonome. Il s'agit du principe premier de la chose. Vous comprenez donc qu'en fait, la maths, c'est de la philosophie, de la psychologie, de la métaphysique, de la science, de la médecine, de la biologie. La maths, c'est toute une magnifique flopée de choses. Et donc, lorsque vous me parlez, par exemple, de l'eau que nous buvons, posons la question impossible, car de la question impossible vient la possibilisation des choses. Car la possibilité de poser une question impossible rend justement la chose possible. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, et si l'eau perdait sa saveur d'être eau? Et si le feu perdait sa chaleur d'être feu? Et si l'air perdait justement sa fascination, sa mobilité, sa légèreté d'être air? Et si la terre perdait justement sa qualité d'être terre? Qu'est-ce qui se produirait justement? Et si à un moment donné, on faisait prendre à l'élément eau dans son principe premier une nature de l'élément feu? Ou si, par exemple, je décidais de faire prendre à un principe premier d'un arbre, par exemple, eh bien, le principe premier d'un minéral. Que se produirait-il? En fait, la question serait, lorsque j'enlève à une chose son principe premier et que je remplace ce principe premier par autre chose que le principe premier de la chose, qu'est-ce qui se produirait? Et c'est là que vous comprendrez la naissance de la malédiction. Mais cela pourrait s'être envisagé autrement également. Et si en fait j'élaborais une loi qui était contre le principe premier d'une chose, sachant que cette loi est obligée de produire un événement factuel, alors que se passerait-il? Donc de façon pragmatique, si je décidais là tout de suite, c'est dans l'imaginaire, et l'imaginaire c'est la possibilité des choses. Si je décidais, par exemple, en prenant toujours l'événement de l'arbre, et que je décidais tout de suite, par magie ou par connaissance, de dire, OK, l'arbre a son principe premier, l'arbre a sa loi qui est initiée par son principe premier, mais moi, je crée une loi qui ne provient pas du principe premier de l'arbre et je veux générer toujours un arbre. Déjà, en y réfléchissant, vous me dites, oh, ça va être un peu le chaos. C'est justement cela, ce qui est important à savoir. Et pourtant, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous ne vous demandez pas quel est le principe premier d'un peuple, parce que chaque peuple a un principe premier qui l'identifie, qui l'authentifie et qui l'originalise. Que vous prenez par exemple le peuple kamite ou que vous prenez d'autres peuples, chaque peuple procède d'un principe premier qui est unique à ce peuple
Et justement, de ce principe premier procède une combinaison ou un genre de combinatoire qu'on appelle la loi et qui, en quelque sorte, définit les événements que ce peuple est censé générer. Mais ce que nous remarquons, c'est que on fait fi complètement du principe premier de ce peuple-là et on crée des lois qui ne correspondent pas à l'identité principielle de ce peuple. Et à partir de ces lois, on crée des événements assimilés, lesquels événements n'ont aucune connexion avec ni la loi authentique qui devrait être générée par le principe authentique lui-même. Cela s'appelle tout simplement de l'aliénation. Cela s'appelle tout simplement le chaos. Et c'est ce qui se passe. On fait l'éducation d'un peuple sans se demander est-ce que cette éducation convient justement à son principe premier. Car en réalité, qu'est-ce que l'éducation si ce n'est le développement du principe premier de la chose qui est rapporté à la chose dans le factuel, dans la psychologie ou dans le psychologique, afin que la chose puisse s'approprier consciemment les éléments, les outils, le mécanisme de son propre principe premier. Donc, il convient de comprendre que on ne peut pas enseigner à un peuple autre chose que ce qu'indique le principe premier de ce peuple. Autrement, nous sommes dans la contre-nature. Et c'est là justement qu'interviennent les malédictions des mannes ancestrales, puisque l'élément fondamental justement de ce principe premier ou du principe premier qui est censé générer la loi et un fait, créant ainsi dans le triptyque principe, loi et fait l'ordre naturel, l'élément qui relie justement depuis l'antériorité principielle à la postériorité événementielle factuelle, l'élément qui les relie, qui rend la possibilité que le principe produise la loi, sa loi, et que sa loi produise un fait, et que ces événements-là demeurent dans une certaine perpétuité des choses, l'élément fondamental qui relie tout ça, ce sont les mannes ancestrales. Il convient donc de comprendre que les mannes ancestrales sont différents des ancêtres. Il est tout à fait clair qu'on ne confond pas les deux, même si quelque part on dit nos ancêtres, on vénère les ancêtres, mais en réalité, on vénère les mannes ancestrales, surtout les mannes ancestrales fertiles et viriles. Car d'une manière, de façon barbare, je vais le dire, chaque individu que vous êtes, vous provenez de la fertilité, de la virilité de vos parents. Vous provenez de la fertilité du vagin de votre mère et de ses gonades sexuelles, et vous provenez justement de la virilité du pénis de votre père et de ses gonades sexuelles. Donc, vous êtes des individus sexuels. Vous êtes des individus qui proviennent justement de la fertilité et de la virilité de vos deux parents. Vos parents également proviennent de la fertilité et de la virilité de leur ascendant, et ceci en remontant ad vitam aeternam. Donc, l'élément qui rend la possibilité de la perpétuation d'un peuple, d'une civilisation, d'une ethnie, d'une généalogie, ce sont les mannes ancestrales dont les fondements sont fertilité et virilité. C'est une énergie qui est antérieure même aux ancêtres, que les ancêtres eux-mêmes modulent et dont les traces sont laissées à l'intérieur de chaque généalogie de sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque famille possède et procède des mannes ancestrales identiques ou, je vais le dire, uniques, plutôt uniques. Il existe donc une unicité des mannes ancestrales. Par exemple, les mannes ancestrales de ma généalogie
familiales de ma généalogie de sang sont uniques et possèdent également une identité à laquelle j'ai la responsabilité spirituelle, le devoir moral de connaître. Parce que si je ne connais pas le principe premier qui typifie les mannes ancestrales de ma propre lignée de sang, c'est-à-dire quelle est la valeur principe des mannes ancestrales de ma propre famille, eh bien, je ne suis pas, disons, dans l'histoire de ma famille. Et je parle bien sûr de l'histoire spirituelle. Donc, les mannes ancestrales de ma lignée étant toujours dans le principe global de fertilité et de virilité de toutes les choses ont toujours été principe des mannes ancestrales, il y a néanmoins un élément important, c'est-à-dire que chaque manne ancestrale, on va le dire comme ça, ou les mannes ancestrales d'une famille spécifique sont uniques, c'est-à-dire possèdent une signature unique, une signature qui indique la mission, la fonction primordiale de cette famille précisément. Dans les traditions africaines, on le sait. Et il y avait cette science qui permettait de créer des catégories au niveau des familles. On savait que telle famille s'occupait de telle chose et que cela a toujours été ainsi dans sa lignée de sang et que telle famille s'occupe de telle autre chose et qu'il en a toujours été ainsi dans sa lignée de sang. Parce que même si les mannes ancestrales fertiles et viriles procèdent du même principe premier, il y a un rôle spécifique qui est dévolu à chaque famille, puisque chaque famille possède également sa signature unique des mannes ancestrales qui identifie sa fonction au sein de la communauté. Et donc, si vous retournez dans les villages africains, dès qu'on énonçait le nom d'une famille, on savait que cette famille, dans le village, s'occupe uniquement d'eux et que telle autre famille s'occupe uniquement d'eux. Et donc, cette hiérarchisation, pour ne pas dire cette administration des mannes ancestrales des différentes familles, permettait justement de créer au sein de la famille et au sein de la cité ce qu'on appelle un ordre naturel. C'est-à-dire qu'on veillait à ce que la signature de chaque manne ancestrale familiale ou des mannes ancestrales d'une famille, d'une généalogie de sang, soit honorée et respectée dans l'apport que ces mannes ancestrales apportent à la communauté. En plus d'être fertile et viril, il y a une fonction, un rôle qui se dégage de ces mannes ancestrales spécifiques et surtout indique le rôle que telle famille ou les descendants doivent jouer au sein de la communauté. Alors, c'est là justement que se trouvent les malédictions. Ça ne veut pas dire qu'il y a des malédictions en soi dans les mannes ancestrales, mais il y a des malédictions dans le fait, et vous avez suivi tous les exemples que j'ai donnés, s'il m'était donné possible de créer une autre loi en dehors du principe premier d'un arbre et de générer un fait similaire, eh bien, je génère quelque chose, mais qui serait contre nature au principe premier de l'arbre et à la loi de cet arbre-là. Je crée donc une illusion. Il en est de même lorsque vous êtes issu d'une lignée de sang. D'abord, vous n'avez aucune connaissance des mannes ancestrales comme étant un élément fondamental, incontournable de la Maat, puisque la Maat est en relation avec les rites, les rituels, les cérémonies, lesquels sont impossibles sans les mannes ancestrales qui en constituent les canaux conducteurs. Et donc, à partir du moment où l'individu au sein de la famille aujourd'hui ne reconnaît même pas les mannes ancestrales et ne peut même pas identifier la valeur de ses propres mannes ancestrales spécifiques, généalogiquement parlant, liées à sa branche généalogique, à sa famille, il arrive que l'individu fasse
tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce à quoi sa lignée de sang est dévolue au sein de la cité. Il va créer des lois qui ne seront pas en accord avec son principe premier ou le principe premier des mâles ancestrales spécifiques à sa lignée de sang. Et donc, toute sa vie ne sera que le résultat d'un ensemble de malédictions. Entendez bien le mot malédiction, c'est une maldiction. Une malédiction, c'est ne pas mettre la chose qui devrait être à sa place. C'est aussi simple que ça. Donc, enlever une chose à la place qui est la sienne dans l'ordre, non seulement de cette chose elle-même, mais dans l'ordre de la nature, c'est créer une malédiction. Et ô bon Dieu de bon sang, vous en créez suffisamment. La plus grande partie de vos malheurs ne provient pas des autres. Cela provient de vous. Car votre position vibratoire actuelle au sein de la création se justifie et les choses qui vous arrivent se justifient. Or, votre positionnement au sein de la création n'a de valeur que de la valeur de la connaissance que vous avez. Et la connaissance que vous avez, eh bien, elle est liée à l'éveil spirituel, à l'éveil intérieur de vous. Or, l'éveil intérieur de vous, c'est justement la prise de conscience de l'identité intrinsèque de vous, laquelle identité est indissociable de votre principe premier et lequel principe premier ne peut justement se prévaloir de manifestations de lois ou combinatoires et de faits ou d'événements sans passer par les manes ancestrales fertiles et viriles. Vous comprenez? Donc, comme on pourrait le dire dans un langage militaire, vous êtes cerné et vous n'avez pas le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de prendre conscience que vous aviez déjà fait ce choix. Et le choix que vous aviez déjà fait avant même de vous incarner, avant même que la Terre n'accepte votre énergie d'incarnation, contrairement à des enfants qui viennent au monde mort-nés, alors que vous, vous êtes venus incarnés et vivants. Donc, le noyau de la Terre a accepté votre incarnation. Vous aviez donc pris une mission sur vous. Vous avez pris un positionnement au sein de la création. Seulement la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez conscience de ce positionnement avant votre naissance? Est-ce que vous avez conscience de votre principe premier? Est-ce que vous avez conscience du principe premier de votre lignée de sang? Est-ce que, en fait, vous êtes la bonne personne et à la bonne place en ce moment? Car les choses qui vous arriveront selon le positionnement actuel que vous occupez. Et votre positionnement se définit au sein de la création par votre niveau de conscience, lequel est lié à votre niveau de connaissance, lequel est lié à l'éveil intérieur que vous avez, lequel est lié justement à la prise de conscience du principe premier que vous incarnez, c'est-à-dire le principe premier de l'existant qui préexiste à sa propre existence. Anyway, comprenons simplement que même si tout cela est compliqué pour vous, je vais reposer la question impossible de la façon suivante. Actuellement, quelle est la valeur que représente dans votre vie l'identité première des manes ancestrales? Parce que c'est le lien incontournable. Ce sont les manes ancestrales qui font fleurir les champs, les forêts, qui nourrissent les animaux, qui vous nourrissent. Car en fait, sachez que la nature, en réalité, même si l'expression n'est pas convenable, ne fait que du grand reconditionnement de tout le passé dans le présent et dans le futur. Vous n'avez pas le choix, vous consommez vos ancêtres. Vous êtes obligé de les consommer sous forme de mannes ancestrales. Et lorsque les ancêtres s'en vont, les parties fertiles et viriles de leur existence fertilisent et virilisent la nature et vous les consommez dans les fruits, vous les respirez dans l'air et vous les intégrez à votre sang à nouveau. Mais la question est de savoir, est-ce que vous en êtes conscient et est-ce que vous êtes un acteur
conscient de ce processus? Est-ce que vous savez que les choses qui doivent être fertiles et viriles doivent correspondre à l'ordre naturel? Et est-ce que dans vos comportements de façon récurrente, puisque c'est la récurrence des comportements qui crée les habitudes, qui crée les entités, est-ce que actuellement vous avez créé des entités, des récurrences qui montrent que vous êtes un sachant ou peut-être vous êtes encore dans les énergies qui caricaturent et reconfigurent complètement votre ignorance? Sachez une chose, nul ne peut sauter par-dessus son ombre. Vous ne pouvez pas agir au-delà de la connaissance que vous avez maintenant. Et vous ne pouvez pas agir au-delà de votre éveil spirituel actuel. Et vous ne pouvez pas prendre conscience de la totalité de ce que vous avez été, de ce que vous êtes et de ce que vous serez si vous ne naviguez pas sur l'océan des mannes ancestrales. Car là se trouve la mémoire, non seulement de vous en tant que l'ayant été, toujours et sera, mais également l'ayant été, toujours et sera de toutes les choses ont toujours été. Et les gens disent que c'est eux qui ont fondé la philosophie et la métaphysique. C'est cool, n'est-ce pas? Je sais. Abonnez-vous, likez, faites ce petit geste, amenez les gens à vous à s'abonner et surtout, posez des questions impossibles pour possibiliser les choses. Merci et que les bénédictions soient. Abonnez-vous, s'il vous plaît.